Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission préférée, Le Point. Le Point est cette émission débat de la RTDS qui permet aux analystes politiques et aux journalistes de décrypter l'actualité, les sujets ayant fait la une de l'actualité de la semaine. Et comme d'habitude, nous recevons, mesdames et messieurs, pour vous sur ce plateau des confrères ou des analystes politiques avec qui nous allons essayer de comprendre un peu plus en détail les sujets qui ont marqué la semaine. Et pour nous accompagner, nous avons ici en plateau Bernard Alognon, journaliste à l'agence Afripresse. Bernard, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à vos téléspectateurs. Également sur ce plateau, je disais, c'est une nouvelle figure. Il s'agit de celle de Pierre Claver Dekbo. Il est directeur exécutif de Chrétiens, Citoyenneté, Droits et Devoirs. C'est une organisation de la société civile. Oui, c'est une organisation de la société civile. Alors bonsoir. Oh, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Voilà, avec vous, nous allons essayer de comprendre, comme je le disais en introduction, un peu les sujets que nous avons retenus cette semaine. Avant d'y revenir, je vais vous permettre, mesdames et messieurs, de suivre ce reportage et tout juste après, avec les invités, nous allons essayer de commencer les échanges. Les déclarations du président togolais mardi dernier ne cessent de susciter le débat au sein de l'opinion nationale. Le chef de l'État clôt-il définitivement le débat en ce qui concerne les réformes politiques quand il déclarait qu'il veillerait au strict respect de la Constitution en cours? Sur le sujet, chacun y va de sa propre interprétation. Beaucoup ont été déçus, moi je n'ai pas été surpris. Et je m'y attendais. C'est son subconscient qui a parlé. Et donc il a dit tout haut ce qu'il pensait bas. Je crois que le chef de l'État a été clair. Il a dit que les réformes, que la Constitution sera respectée rigoureusement. Comprenne qui pourra. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, la Constitution est là, elle est telle, et le président dit qu'elle ne sera pas modifiée, qu'elle ne sera pas touchée une minute. Mais au même moment, comme j'ai dit, moi, après, j'ai cherché à comprendre. J'ai approché les services compétents de communication du chef de l'État pour comprendre est-ce que l'intention du chef de l'État, c'est qu'il réellement il ne voudrait pas qu'il y ait de réformes dans le pays. On m'a fait comprendre au fait justement que ça a été mal interprété, que le président veut des réformes, mais que seulement que ce soit des réformes consensuelles. Or, respecter strictement la Constitution en l'état actuel voudrait dire se présenter autant de fois que l'on veut, puisque le mandat présidentiel n'est pas limité. Pendant ce temps, l'opposition réclame avec énergie les réformes constitutionnelles. S'achemine-t-on dans ce cas vers un bras de fer entre le pouvoir en place et l'opposition? Pour moi, le bras de fer n'a pas lieu d'être. Nous sommes dans un pays où nous sommes tous, on se connaît. Je me dis qu'il est simple. Pouvoir et opposition doivent s'asseoir autour d'une même table et discuter. Le pouvoir lâche du lest en acceptant voter, faire ses réformes, et l'opposition aussi lâche du lest pour dire, écoutez, ok, votre président ou notre président de la République, le président du Parti Unir, va participer à ces élections. On ne peut pas comprendre que dans un monde aussi globalisé, nous restons à la traîne, ne voulant pas faire des réformes répondant aux normes et aux standards internationalement reconnus. C'est tout ce qu'on veut pour ce pays, pour qu'on puisse avancer. Du côté du pouvoir, l'on voudrait d'abord s'assurer que la limitation du mandat présidentiel ne puisse rétroagir. Une situation politique quelque peu confuse qui amène le Togolais lambda à appeler les politiques à s'entendre. Il faut que l'opposition continue à se débattre pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Sinon, c'est leur droit de faire tout et tout pour agir sur le président fort pour qu'il puisse arriver à accepter à faire le réforme pour le bien de tous les Togolais. Il faut que tous les acteurs s'assoient et ils parlent entre eux. Nous voulons la paix au Togo. Mais il faut que le pouvoir en place et l'opposition s'asseyent pour discuter concernant les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il est très nécessaire aujourd'hui que le pouvoir et l'opposition mettent barre en terre et voient dans quelle mesure les réformes vont être opérées. Sinon, c'est tout à fait normal. Les réformes, ce n'est pas pour le pouvoir, ce n'est pas pour l'opposition, mais c'est pour le peuple togolais. Nous avons tous souhaité ça. Nous voulons que ces réformes soient effectuées. Le débat va-t-il définitivement quitter le Parlement pour laisser place à la rue? En tout cas, le projet de loi introduit par les députés de l'opposition, quoi que l'on dise, n'a pas encore livré tout son verdict. Pendant ce temps, la société civile, soutenue par l'opposition, compte encore sur la rue pour se faire entendre.
Voilà, retour sur ce plateau, chers invités. Vous avez compris, la déclaration du président de la République, Fabrice Zinamia Singbe, a suscité beaucoup de réactions. Ouais, vous avez eu mal remarqué même dans ce reportage, d'autres disent, même quand je vais paraphraser un des intervenants, c'est le subconscient qui a parlé. Il s'agit de Isidore Akolor. Je l'ai bien suivi. Voilà. Merci Daniel. Je crois quand même que le chef de l'État, en laissant entendre que la Constitution sera rigoureusement respectée, a essayé de rendre les populations beaucoup plus nerveuses, voilà, en disant cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je me dis que les citoyens togolais doivent rester increvables, imperturbables, indéboulonnables sur la question de réforme constitutionnelle et institutionnelle au Togo. Parce que, au fond, s'il faut aller à la base, même, il faut comprendre que ces réformes dont il est question aujourd'hui sont fondamentales. Parce que c'est suite à un problème récurrent au cours des élections et qui s'est encore posé en 2005, qui a fait qu'en 2006, le 20 août, si ma mémoire est bonne, le 20 août 2006, on a signé l'accord politique global sous les auspices de Blaise Compaoré, le monsieur sans domicile fixe actuellement. Et l'engagement a été pris comme quoi ces réformes-là seraient opérées dans un cadre consensuel après qu'on ait formé un gouvernement d'union nationale dans le pays. Ça n'a pas été le cas. Le gouvernement d'union nationale n'a pas été effectif. Je suis d'accord. Il y a l'étape de la réconciliation qui est arrivée au point que le chef de l'État lui-même, il a essayé de mettre sur pied ce que je peux appeler, ou bien ce qu'il a dénommé à l'époque, la CVJR, et qui a présenté un rapport dans lequel on demande à ce que les réformes soient faites. Est écrit de façon urgente la mise en place des réformes ou bien opérer les réformes institutionnelles et constitutionnelles pour que la réconciliation soit réellement ancrée dans le pays. Mais force est de constater qu'après tous ces éléments que je venais à peine de citer, il y a le SCAP également qui a demandé à ce que les réformes soient opérées. Le chef de l'État a pris un engagement. Et cet engagement, un engagement doit être respecté. Voilà. Et je trouve fondamentalement que, bien je crois quand même que lorsque cet engagement tarde à être respecté, il va falloir que le citoyen lambda, que ça soit du bord de son camp ou bien du bord de l'opposition, puisse le lui rappeler. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Mais il est important, à l'heure actuelle, de faire un effort pour que ces réformes-là soient opérées le plus rapidement possible. Voilà. Sinon, ce qui avait conduit les uns les autres à la signature de l'accord politique global, en l'occurrence les morts enregistrés à l'époque, va encore survivre. On va pas prédire ça. On ne le souhaite pas. Mais les clichés démontrent actuellement que c'est ce qui peut encore se passer à partir du moment... C'est un cas de figure qu'on ne souhaite pas. Pierre Claver, vous avez également eu à suivre notre confrère Bernard Alognon. Je ne sais pas si vous partagez son point de vue. Oui, plus ou moins. Moi, je voudrais faire remarquer que nous revenons de 2005. S'il n'y avait pas eu 2005, je pense qu'il n'y aurait pas CVJR, il n'y aurait pas d'abord la déclaration du président de la République à Atakpamé qui disait plus jamais ça. Je vous avoue que depuis mon plus jeune âge, je n'ai jamais eu confiance au RPT ni à tous ceux qui l'animent. Mais à partir de 2000, après 2005, après la déclaration du président de la République, j'ai commencé par avoir confiance en lui. Quand il disait plus jamais ça, j'ai dit, celui-là, il veut opérer. Vous croyez qu'il tourne la page? Des échanges, des changements et autres. Et après, il a mis sur pied la CVJR. Il dit, il va encore plus loin. Ça ira. Et maintenant, je crois que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une situation de paix précaire. Voilà. Et il faudra faire attention, il faudrait que les uns et les autres essayent de cultiver la paix pour essayer encore de redonner vie à cette
apparence de sérénité qui existe. Voilà. Donc, il n'est pas bon que certains responsables, surtout les plus hauts responsables de la République, essaient de faire des déclarations qui alertent l'opinion. Voilà. Et je crois que quand on parle de respect de la Constitution, on dit qu'on va respecter la Constitution en vigueur. Et sachant surtout que les réformes visent cette même Constitution, je crois que c'est une manière de vous dire, mes amis, je suis en train de vous tromper. Voilà. Peut-être on va un peu revenir sur cette chose, parce que quand je suppose que quand le chef de l'État dit qu'il respecte la Constitution, c'est peut-être, il s'aligne derrière les propos du président français, François Hollande, qui demande à ce qu'on ne modifie pas la Constitution. On peut lui donner raison dans ce sens. Non, ce n'est pas ça. Non, le chef de l'État, en déclarant ça, normalement, le citoyen togolais doit se poser la question de savoir, est-ce que le président Faure Gnassingbé veut seulement briguer un 3e mandat, ou bien il veut s'éterniser au pouvoir. Oui, c'est ça la grande problématique maintenant. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais moi, je crois quand même que à l'heure actuelle, où le problème là se pose, il est fondamental de trouver une solution beaucoup plus adéquate à ça. Et la solution est très simple. Les amis, qu'est-ce qui a fait que la loi n'a pas été votée à l'Assemblée la dernière fois? Les députés UNIR disent que on leur a refusé que leur candidat se présente encore aux élections de 2015. Ce qui voudra dire que sans ça, ils ne vont pas opérer les réformes avant les élections de 2015. Je veux, sur ce plateau immédiatement, lancer un appel à l'ensemble des députés. À l'ensemble des députés. Et que il est important de dissocier l'affaire des réformes, la question des réformes et la question de la candidature de telle ou telle autre personne aux élections présidentielles à venir. Voilà. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles fera en sorte que chaque citoyen verra clairement ce qui se passe dans la gestion du bien commun. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, il ne faut pas qu'on lie forcément les affaires électorales aux affaires constitutionnelles. Dans la mesure où il y a les réformes qui seront opérées, et nous le disons, chaque citoyen togolais, dans sa bouche actuellement, doit dire les réformes comme bonjour. Voilà. Doivent le dire, parce que nous sommes dans la mondialisation. On ne peut pas accepter et que ces réformes-là restent inopérées. Oui, mais qu'est-ce qu'on met dans réforme concrètement? Qu'est-ce qu'on met dans réforme? Il y a pas de réforme constitutionnelle qu'on fait comme réforme institutionnelle. Est-ce que le fait seulement de limiter le mandat du président sortant constitue en soi... Non. Monsieur Daniel. On va permettre d'avoir des points de réagir, puis je vais dire tout à l'heure. Je crois que... J'ose toujours croire que le président a besoin des réformes. Lui-même. Oui. Lui-même, il a besoin de réformes. Je suis d'accord avec vous. Oui. Et quand on parle de réforme, il s'agit de faire en sorte que nous n'arrivions plus à la situation de 2005. Parce que entre-temps, et en 91, la constitution de 92 plutôt, permet que les Togolais s'accordent sur plusieurs plans. Arrivé à un moment après les toilettages, ça fait que certains conflits ont commencé par naître. Et c'est à base de ces conflits qu'il y a eu les problèmes de 2005. Voilà. Maintenant, pour rassembler encore les Togolais, comme le chef de l'État a l'habitude de le dire, a commencé par le dire, il faut, si on croit que c'est la constitution de 92 qui rassemble au mieux le peuple togolais, il y a nécessité de revenir sur cette constitution. Du moins, même si on ne doit encore rien ajouter à cette constitution, il y a au moins besoin de revenir sur la constitution de 92. Et je crois que c'est ça que, fondamentalement, nous devons appeler réforme. Voilà. Et sinon, si le chef de l'État essaye de faire des détours sur cet aspect, je crois que ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas le peuple togolais. Voilà. Et le pire est à craindre. On ne le souhaite pas, mais c'est à craindre. On va pas souhaiter le pire, mais quand même sur le on va pas même sur le... Revenons à la dernière question. Qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que l'opposition, d'après moi,
Qu'est-ce qu'on met dans les réformes? Non, mais ce n'est pas une question d'opposition. C'est une question de citoyenneté. Voilà, qu'est-ce que nous sommes d'accord? Oui, voilà. Les réformes, c'est tous les éléments, tous les grands tests qui ont été verrouillés au niveau de la Constitution lors du toilettage en 2002. Le fait qu'on ait sauté le verrou de limitation de mandat, le fait qu'on ait diminué l'âge de présentation aux élections présidentielles, le fait que... Ça nous arrange peut-être toi et moi. Non mais écoutez, je veux bien être président, mais il faudra quand même que j'ai également encore d'autres choses. Voilà, alors le monde ne peut pas être président. Le monde ne peut pas être président. Je suis pas voilà, d'accord. Mais au-delà, en dehors de ces éléments, au niveau de la Constitution, vous n'êtes pas sans savoir et que les institutions sont verrouillées. C'est pour cela que je voudrais citer Maître Agboibo, au cours d'une de ses conférences, a dit qu'il faut déverrouiller les institutions nationales. On met dans ces institutions quoi? La Cour constitutionnelle d'abord. Regardez comment la Cour constitutionnelle est minée. Je dis bien minée. Minée. Oui. Il y a des bombes là-bas? Non, mais il n'y a pas de bombes. Non, mais c'est utilisé au sens figuré. Vous savez, c'est miné. Vous prenez la Cour des comptes. Qui est-ce qui est là? Oui, mais le problème qui se pose est que il faudra quand même que... Vous ne pouvez pas être juge et plaignant à la fois. Ça ne peut pas être le cas. Voilà. Mais si la Cour constitutionnelle ne contient que, par exemple, 95% de ceux-là qui sont au pouvoir, comment on peut contrôler le travail de ces gens-là? Voilà. Il faut qu'il y ait des structures de contrôle de ces institutions-là pour que la chose soit claire. Lorsque vous n'avez pas de représentants quelque part, mais comment est-ce que vous pouvez savoir ce qui se passe à l'interne? Alors, ces institutions qui sont verrouillées, pour pouvoir les déverrouiller, il va falloir quand même qu'ils s'asseyent autour d'une table. Si c'est 50%, ils vont appartenir à ces institutions, ils vont y appartenir. Pour quand même donner une lueur de confiance au niveau des populations et autres. Le fameux accord de 2010 de l'UFC, entre l'UFC et le RPT de l'époque, avait promis tout cela, mais aujourd'hui on n'a rien vu. Non, mais si jusqu'au jour d'aujourd'hui on n'a rien vu, ça voudra dire que la volonté d'opérer ces réformes-là n'est pas là. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà, une autre question qui me taraude un peu l'esprit. Oui. Jean-Pierre Fabre, le leader, le chef de file de l'opposition, a rencontré le chef de l'État, je crois que c'est le samedi dernier, passé. Oui. Alors, la question des réformes, c'est-à-dire le projet de loi, on demande à l'opposition, encore dans sa grande composante, de réintroduire ce problème au sein du Parlement. Est-ce que cela va se faire au vu des dernières déclarations du chef de l'État? Je crois que pour les besoins, en fait, les réformes que nous demandons, les réformes que le peuple togolais est en train de demander, ce n'est pas une exigence de Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas une exigence de Maître Agboibo, ce n'est pas une exigence de l'opposition, ni une exigence de l'UNIR, mais une exigence du citoyen togolais. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de réforme, comme je viens de le dire, on veut la réconciliation. Les réformes, c'est une exigence plutôt, c'est une exigence de la cohésion nationale. Parce que la Constitution a été déverrouillée, comme Bernard vient de le dire, que les querelles ont commencé par l'être. Maintenant, si réellement dans nos cœurs, nous voulons que ces querelles cessent, il faut revenir en arrière et faire cette réforme-là. Maintenant, si les uns et les autres sont en train de se rencontrer pour que réellement cela aboutisse, il faudrait y mettre de la volonté. Il faudrait que l'un ne se sente pas menacé par l'autre et l'autre voit que l'un est ouvert à accepter ses propositions. Voilà. Je pense que ça doit venir de là. Sinon, c'est en vain que les deux se rencontrent. Voilà, c'est en vain que les deux se rencontrent. Bernard, on a eu assisté au premier projet de loi introduit au Parlement. Les députés de la majorité présidentielle disent qu'ils ne sont pas d'accord sur la question de la rétroactivité de la loi. L'opposition dit, on va à la rétroactivité de la loi. Pierre Claver-Descaux a soulevé un point très important. Il ne faudrait pas qu'une partie se sente menacée, mais vu le contexte politique togolais, comment on pourra aboutir, d'autant plus qu'on sait que les deux parties sont en des positions tranchées. Nous sommes dans une zone de turbulence actuellement. Nous sommes d'accord. Nous sommes arrivés à un carrefour où, lorsqu'on ne sait pas quelle stratégie il faut mener pour pouvoir sortir le pays de l'ornière, on risque de tout capoter. C'est vrai
l'opposition actuellement, si elle ne le sait pas, elle a un tout petit peu le soutien de la communauté internationale. Mais elle doit garder raison et savoir comment est-ce qu'il faut agir pour pouvoir opérer ou bien forcer la main de ce pouvoir à opérer les réformes le plus rapidement possible. Je te donne un petit exemple. C'est comme l'histoire de quelque chose, ou bien d'un fait qui s'est produit chez nous entre-temps. C'est un éléphant qui avait soif et qui va au bord du lac et veut assoiffer, et comment ça s'appelle, se désaltérer. Il envoie la trompe dans l'eau et le caïman prend la trompe. Le caïman veut le tirer vers l'eau. L'eau n'étant pas le milieu habituel du pachyderme, de l'éléphant. De l'éléphant, il ne veut pas rentrer. Et lui aussi va derrière. Le caïman aussi ne veut pas sortir parce que... c'est pas son milieu naturel. Voilà. Il faudrait qu'enfin l'un laisse l'autre. L'un laisse l'autre. Comment dans cette circonstance de ces réformes-là, aller faire en sorte que ces réformes-là puissent être opérées? La façon la plus simple, j'allais dire, c'est quoi? Les amis, aller opérer les réformes. Poser des conditions. Vous allez poser des conditions. Et vous posez des conditions si fort. Le président Faure veut briguer un troisième mandat. Parce que dans cette même émission, j'avais dit plus haut que à cette déclaration, il faut fondamentalement chercher à savoir là où veut arriver le président Faure en disant ça. Veut-il rester éternellement au pouvoir ou bien veut-il seulement briguer un troisième mandat? Il ne me revient pas d'aller lui poser la question. Quand vous faites la politique, il faut savoir comment il faut agir vers son adversaire pour comprendre réellement ce qu'il a. Ça, c'est le phénomène d'empathie. Voilà. Ça, vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, mais vous posez des conditions, vous arrachez les réformes et autres, et lorsque vous constatez qu'il y a une grande garantie pour aller à ces élections et autres, vous allez aux élections et vous le battez. Voilà. Mais voilà. Il y a un phénomène que je voudrais essayer de vous souligner tout à l'heure. Le chef de l'État avait dit de par le passé que quoi? Qu'il y a une minorité qui s'est accaparée des richesses du pays. Mais il est en train d'interpeller les populations à l'aider à se débarrasser de ces minorités-là. Mais le citoyen togolais, mais je ne comprends pas le Togolais. Un chef d'État qui dit ça, c'est qu'il demande votre soutien pour qu'il se débarrasse de ces gens-là. Mais la deuxième des choses, excusez-moi, ils disent marche. On va à la marche. On va revenir sur des marches. Oui, non, mais effectivement, voilà. On va à la marche. Voilà. Quand un gaz lacrymogène crépite comme ça, là, voilà, c'est de la débandade. On veut servir sa peau. Mais toi, tu ne peux pas rester alors que tu te fais gazer par les forces de l'ordre. On se connaît. On est souvent dans les gaz lacrymogènes. On est souvent dans les gaz lacrymogènes. Mais de quoi on va vous écouter pour votre réaction? Oui, je crois que à l'état actuel des choses, le chef de l'État doit prendre de la hauteur. Oui, ça c'est vrai. Il est le garant de la continuité de l'État, le garant de la Constitution. C'est lui le gardien national. Et je crois que c'est le moment où il doit démontrer sa bonne foi, sa bonne volonté. Mais les choses ne semblent pas être aisées dans la mesure où quand on voit que le président, moi je ne dis pas que c'est le Premier ministre qui a introduit la loi, moi je dis que c'est le président. Le président d'une majorité qui introduit une loi et que cette même majorité rejette, là il y a deux problèmes. Soit le chef de l'État est d'accord avec ce rejet, voilà, ou bien le chef de l'État est rejeté par la majorité. Effectivement. Donc, il doit prendre la mesure de la chose. Soit il est en accord avec sa majorité, ou il est en accord avec le peuple togolais, et il réintroduit la même loi, le même projet, voilà, et demande, et qu'il fasse la réunion dans sa maison, afin que les députés de la majorité puissent voter cette constitution pour que les Togolais aient la paix. Et puis, il a encore le pouvoir, si c'est la rétroactivité qu'il craint, il a encore le pouvoir de mettre de
d'enlever l'effet de la rétroactivité dans ce projet de loi. Oui, mais c'est ça qui a causé le point d'achoppement des dernières discussions. Oui, parce que l'opposition est radicale sur cette question. Oui, maintenant, il a la possibilité, ayant la majorité, il peut introduire une loi que cette majorité va voter et cette majorité va sauter les verrous de la rétroactivité. Un point de vue que vous partagez également. Oui, non, mais vous savez, moi je crois quand même que, je l'ai dit déjà, hein, que la question des réformes doit être dissociée de la question de la candidature du président Faure Gnassingbé. Parce que, au-delà, c'est la Cour constitutionnelle fondamentalement qui va se prononcer par après. Et je crois quand même que il est important qu'il s'asseye. La preuve. Avant-hier, le pape était en Turquie. Et vous avez constaté quoi? Il y a, en ce moment-là, le pape qui était allé et qui a prié pendant 2 minutes dans une mosquée. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça, c'est le dialogue des religions. Est-ce que nous sommes d'accord? S'il y a le dialogue des religions, le dialogue des cultures, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir de dialogue politique? Moi, je m'inscris fondamentalement en faux devant ces leaders politiques qui pensent que... Aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Que de l'opposition. Ces leaders politiques-là qui pensent qu'ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas s'entendre sur le minimum pour faire évoluer le pays. Aujourd'hui, regardez, le Togo fait partie de la francophonie. Est-ce que nous sommes d'accord? Et il y a un sommet de la francophonie qui se tient actuellement là-bas de l'autre côté. Dans la déclaration de Bamako, les droits fondamentaux, les élections, tous ces éléments-là qui doivent garantir la paix dans une société donnée, dans un pays donné, sont des choses de valeur pour ces institutions-là. Or, le Togo appartient à ça. Mais il est important au jour d'aujourd'hui de faire quoi? Que la classe politique, fondamentalement, se retrouve et discute de ces réformes-là et la candidature du président Faure, selon les tests, va être approuvé ou pas. Mais si c'est ça le point d'achoppement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut essayer de chercher tout ce qui peut remplacer sa représentation aux élections de 2015 pour que vous ayez des garanties sûres que les élections seraient transparentes et vous le battez, il va se reposer. C'est ça. Moi, je pense que les politiciens des deux bords, ils parlent au nom du peuple. Et aujourd'hui, moi, je me demande qui leur a donné cette légitimité. Parce que leur action jusqu'à ce jour n'a jamais permis, je pèse bien les mots, leurs actions jusqu'à ce jour n'a jamais permis le développement de ce peuple-là. Jusqu'à preuve du contraire, qu'on me fasse la preuve. et jusqu'à ce jour, il y a les étudiants qui font leur grogne, il y a les médecins, il y a les enseignants, et je crois même les femmes du marché. Les femmes du marché. Tous sont en train de bouder parce que la vie devient de plus en plus chère. Et puis malheureusement, quand les deux éléphants se rencontrent, ils parlent seulement de pouvoir. Est-ce que c'est la prise de pouvoir seule qui permettra aux populations de sortir de la pauvreté? Effectivement, c'est la grande question. Si réellement nous parlons au nom de la population, il faudrait faire la volonté de la population. Mais malheureusement, moi je constate que les aspirations du peuple ont été immolées sur l'autel des ambitions égoïstes personnelles. Voilà. C'est sur cette belle transition que nous allons marquer, nous allons aborder le deuxième volet, le deuxième sujet qui va retenir notre attention. Mesdames et messieurs, je vais parler de la marche des ODDH. C'est ça? Oui, ODDH. Vous en faites partie également. Oui, les organisations de défense des droits de l'homme. Effectivement. Elles ont marché hier, je crois que c'est hier, avant-hier, vendredi. Et je vais vous proposer de suivre certains des responsables de ces organisations. Tout juste après, on reviendra pour les échanges. J'ai appelé les populations togolaises et que les populations soient sorties aussi nombreuses. Et presque aussi nombreuses que quand les partis politiques appellent. Ça veut dire que les réformes, c'est tout le peuple togolais qui veut.
ce ne sont pas seulement les politiques. Nous ne sommes pas politiques. Nous voulons ces réformes pour qu'il y ait la paix, la concorde nationale et qu'il y ait des élections transparentes. Sans ces réformes, il n'y a pas d'élection transparente. Et s'il n'y a pas d'élection transparente, il n'y a pas la paix. Il va y avoir la violence comme en 2005. Nous ne voulons plus. C'est pour ça que nous sommes satisfaits que des gens nous aient entendus et que nous soyons aussi nombreux dans la rue. Cette question de réforme aujourd'hui nous interpelle à plus d'un titre parce que le chef de l'État lui-même, en réceptionnant le rapport de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, avait eu à dire que les réformes sont nécessaires pour la paix, la concorde, l'unité et surtout la réconciliation nationale. Et tenez-vous bien, la commission a recommandé qu'on revienne sur les dispositions de l'article 59 ancien qui dispose que le chef de l'État, le président de la République est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Il a déjà fait 2 mandats. Je crois que c'est suffisant. Il faut laisser la place à 2 personnes de faire leurs expériences. Voilà, on retrouve ce plateau. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons pour vous, pour le compte de cette émission, Pierre Claver Dekpo, directeur exécutif des CCDD, qui veut dire Chrétien, Citoyenneté, Développement, Droit et Développement. Droit et devoir, pardon. Vous faites partie des organisations de la société civile et également sur ce plateau Bernard Lognon, journaliste à l'agence AfriPresse. Vous venez d'écouter certains des responsables de la société civile lors de la marche. Ils réclament également des réformes. La marche s'est très bien passée d'abord, dans un premier temps. Et est-ce qu'on peut dire un sentiment de satisfaction après cette marche, déjà à votre niveau? Avant de parler de sentiment de satisfaction, je dirais plutôt... En termes de mobilisation, oui, en termes de mobilisation. Notre organisation ne fait pas partie des ODDH qui ont lancé ce mouvement. Mais je dis que c'est une bonne chose que les organisations de défense des droits de l'homme agissent au moment où les politiciens sont en train de divaguer, permettez-moi le terme. Voilà. Et c'est une très bonne chose. Les organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l'homme, ont le devoir même de le faire. Mais malheureusement, je me demande ceci. Est-ce que dans ce contexte, les organisations de défense des droits de l'homme ont encore besoin de faire aussi la marche comme les politiques? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? Avant, quand on prend... la marche est une grande arme pour les défenseurs des droits de l'homme. Dans tout pays, quand on dit les défenseurs des droits de l'homme vont sortir, ça fait ébranler les pouvoirs publics. Mais malheureusement, au Togo, nous savons tous, vous et moi, que la marche a été dévaluée. Et les pouvoirs publics n'en ont plus peur. Vous voyez? Donc, et je crois que même si marche, il devrait y avoir, on devait dans ces moments-là essayer de passer par d'autres canaux, à savoir les discussions, d'abord avec les politiques. Moi, personnellement, j'ai pensé que puisque les politiques ont fait leur marche il y a une semaine, arrivé un moment, nos amis au DDH pouvaient dire, à voir les choses, nous disons, nous suspendons la marche et nous attendons d'abord rencontrer chaque parti politique, discuter avec eux et voir ce qu'il en est, avant de savoir d'autres stratégies à adopter. Et c'est pourquoi, personnellement, je ne suis pas d'accord pour le moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la marche. Pour le moment, je ne suis pas d'accord qu'on fasse une marche pour ne pas ressembler trop aux politiques. Et aussi, de l'autre côté, pour faire la marche, il y a des visages au niveau des ODDH, il y a des visages qui se sont fait trop vus au niveau des politiques. Voilà. S'il s'agit des ODDH, il faut que ces visages essayent d'aller à l'arrière-plan. Et permettre à de nouvelles personnes oui. Et je ne voulais pas piétiner quand même la compétence de ces visages-là. Voilà. Ils ont leur compétence à faire valoir. Aujourd'hui, c'est certaines d'entre elles, je vais parler des visages, on a l'impression que ce sont encore des politiques. Oui. Certaines d'entre elles, certains dans ces visages-là, sont encore des politiques. Parce que je peux le revendiquer aujourd'hui. Je fais partie des membres fondateurs du CST. Et à la création du CST, quand nous étions critiqués, nous avions dit que nous ne faisons pas de la politique. Nous voulons accompagner les politiques et arriver au moment des élections, nous allions nous retirer. Mais certains de nos amis ont battu campagne pour l'opposition.
Vous voyez? Et ça a compromis le visage des ODDH. Voilà. Il faut le reconnaître, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Maintenant, si la synergie veut encore reprendre du terrain, il faut que la synergie essaye de revoir sa manière de faire. Voilà. Bernard Lognon. Oui, je crois quand même que vous avez posé une question très fondamentale, c'est vrai, que c'est tout à l'heure M. Sajavon qui disait qu'il n'est pas politique, il est au DDH et autres. Moi, je l'ai entendu. Je crois quand même que lors du conclave CST Arc-en-Ciel et autres, il était présent en tant que modérateur à un moment donné, le jour où le CAP 2015 devait présenter son candidat. Il était là aussi en tant que modérateur pour répondre à la question de savoir quels étaient les critères et qui ont motivé le choix de M. Jean-Pierre Fabre, où il disait qu'au Vatican, lorsque la fumée blanche sort, c'est sorti et autres là. Donc je crois quand même que c'est dans cette logique-là que notre ami, M. Pierre Claver est en train d'expliquer la chose là, en fait. En fait, je lui donne quand même raison par rapport à cette façon de réagir. En tout cas, il fait partie de la société civile et des ODDH également. Et lorsque des gens font des critiques assez objectives comme ça, je crois quand même que ça fait évoluer la société. Mais je voudrais venir à un point très, très, très important. Je disais à l'instant que nous sommes arrivés à un moment où on voit l'obstacle en face comme cela. Est-ce qu'il faut... de le contourner. Est-ce qu'il faut, comment ça s'appelle, mettre à terre l'obstacle? C'est en ce moment-là qu'on a la force en ce moment-là. Voilà. Ou carrément le contourner et pour obtenir aussi ce que je peux obtenir lorsque même je mets l'obstacle à terre. Voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes arrivés à cette époque-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se posent la question. C'est ce qui, fondamentalement, a fait que certaines personnes que nous avions, peut-être rencontrées et autres, là, qui nous parlent hors micro et autres, qu'il n'y avait pas assez de monde, comme à la marche du 21, du 21, comment ça s'appelle, novembre passé. Voilà. Bien que ce soit les ODDH et le CAP 2015, parce que le CAP 2015 a appelé ces militants à soutenir les ODDH, ce que, fondamentalement, je salue également. Mais il y a une question, c'est une question de conviction, de foi. C'est là où je rejoins un tout petit peu, comment ça s'appelle, mon ami, en disant que les ODDH n'ont qu'à se regrouper et faire une démarche vers le pouvoir en place en leur donnant une feuille de route par rapport à ce qu'ils entendent par les réformes telles qu'ils le disent. Le retour à la constitution de 92 plutôt, tel qu'ils le disent. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est une première action. Je crois qu'il y a certaines organisations civiles qui ont déjà mené de ce genre. Oui, non, mais moi, nous serons encore plus forts. Oui, je crois quand même que ces ODDH-là doivent vous poser ce acte-là. Voilà. Doivent vous poser ce acte-là. Et fondamentalement, il faut dire quelque chose. Les ODDH, à leur marche, la dernière fois, j'ai vu des politiques qui ont pris la parole et autres. Moi, personnellement, je crois quand même que j'ai l'impression qu'ils retournent encore à la vieille stratégie. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. Les ODDH viennent, selon ils vous, interviennent. Les politiques ne devraient pas parler à cette marche. Ils pouvaient arriver, mais ils ne devaient pas prendre la parole. Ça, c'est moi mon point de vue. Voilà. Mais les ODDH parlent et ils expliquent les raisons fondamentales. Je pense que c'est les mêmes raisons pour lesquelles les gars revendiquaient. Je parle des ODDH et les gars du CAP. Du CAP, c'est juste la question de rôle. Oui, il y a une version du rôle. Oui, il y a une situation particulière au Togo. Voilà. C'est que les uns et les autres disent à tort ou à raison que la société civile est politisée. Eh bien, c'est le cas. Je dis à tort, parce que ce n'est pas toute la société civile qui est politisée. Voilà. Il faut reconnaître que, mais malheureusement, on ne dit pas, on le dit quand ça arrange. On ne le dit pas dans la mesure où quand ça s'accorde à son camp. Il faut reconnaître qu'il y a la société civile, il y a une partie qui est pro-pouvoir et une société civile proche de l'opposition. Voilà, c'est ce contexte qui ne permet pas que, quand les ODDH veulent faire une marche, qu'ils essayent de donner trop de priorité aux politiciens, surtout de l'opposition. De quelque bord que ce soit. Voilà. Ça compromet
leur démarche. Voilà. Maintenant, parce qu'il faut reconnaître que les ODDH ont un devoir d'approcher les pouvoirs publics, devoir d'approcher le président de la République, devoir d'approcher le président et le Premier ministre et de leur parler, de faire une action de lobbying et de plaidoyer. Oui. Mais avant de faire un plaidoyer, il faut que la personne en face vous voit comme un contre-pouvoir, une force ou bien non, quelqu'un qui vient essayer d'arranger les choses. Pas quelqu'un qui vient contre elle. Voilà. Vous voyez, si la personne vous voit déjà dans l'autre camp, ami de l'autre, et vous venez, il dit que votre décision est déjà tranchée. Voilà. Pourquoi venez-vous me voir encore? Donc, en ce sens, l'opposition, les ODDH perdent déjà leur crédibilité. Voilà. Moi, je crois quand même que les ODDH ont un travail, j'allais dire, sacré à faire pour ce pays, dans cette période-là que nous traversons. Et en tout cas, il est important de le souligner. Ce qu'ils ont fait la dernière fois comme marche, je crois quand même que c'est un signal fort qu'ils lancent au président de la République et aux locataires des grandes institutions qui se trouvent dans le pays. Et donc, il est important aujourd'hui que ces ODDH-là fassent un document, mettent sur pied une feuille de route et qu'ils soumettent ça. Au président de la République par rapport à ce qu'ils sont en train de demander. Parce que M. Kandé Adja, je le respecte très bien, il a également dit la dernière fois qu'ils doivent dissocier la question des réformes, la question de la candidature de qui que ce soit. Voilà. Et donc... Un avis que vous partagez? C'est un avis que je partage entièrement. Et donc, il revient de faire quoi? Ils n'ont qu'à se rassembler, il faut une feuille de route, ils prennent le temps de mettre sur pied une feuille de route, ils vont donner au chef de l'État comme quoi c'est ce que nous entendons au niveau des réformes. Et ces réformes-là se fassent très calmement et ils se retirent. L'application de la loi, il ne leur revient pas de dire que c'est ça ou bien ce n'est pas ça. Au moment venu, si la loi va être mal appliquée, ils sortent encore en ce moment pour dire que, attention, la loi n'est pas bien appliquée. C'est comme ça qu'on doit l'appliquer. Et je crois quand même que c'est le devoir là que tu étais en train de souligner auparavant. C'est ça. C'est peut-être la raison pour laquelle je posais la question de savoir qu'est-ce que nous mettons dans réforme. Est-ce que c'est la limitation du mandat par rapport à une telle personne ou c'est quoi concrètement? Non, mais tu as répondu. Oui, mais ce n'est pas en fait la limitation du mandat par rapport à une personne, mais la limitation de mandat tout court. Même si c'est un mouton, un bouc ou bien n'importe qui se trouve là-bas, il faudra quand même que cette limitation de mandat là soit respectée et que la constitution, les textes constitutionnels soient respectés à la lettre comme cela se doit. Mais écoutez, le mode de scrutin est également les 2 tours. Il faut éviter qu'on ait un bétail électoral et qui va aux élections et puis on dit il a gagné. On reviendra sur ça. Non, mais ça n'a pas de sens. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il faut qu'on inscrive le pays, le Togo, notre cher Togo, 6 millions d'habitants seulement, qui ne fait même pas, qui n'atteint même pas le nombre d'habitants de la capitale du Bénin, Cotonou, là-bas. On n'arrive même pas à gérer ces 6 millions-là. Ça n'a pas de sens. Je crois quand même qu'il y a un véritable problème qu'il faut régler dans ce domaine-là. Voilà, dernier mot. Oui, par rapport, je dirais, par rapport aux réformes, il y a, le nœud se trouve à 2 niveaux. Il faut que le président de la République essaie de montrer sa volonté de faire les réformes. Et de l'autre côté, il faut que l'opposition aussi n'essaye pas de faire en sorte, dit clairement que la loi que nous proposons ne sera pas rétroactive. Je crois qu'ils ont trouvé une autre formule ces derniers temps. Et actuellement, l'opposition parle de légitimité et de légalité. Vous voyez, ils disent légalité parce que légalement, M. Faure Gnassingbé a le droit de se présenter encore en 2015. Mais de l'autre côté, ils disent que la légitimité demande au peuple de lui dire qu'il a déjà fait 10 ans et qu'il doit partir. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, essayer de mettre les gens à l'aise pour que nous essayions de faire les réformes. Ce qu'ils sont en train de dire là, je crois que c'est trop politique pour le Togolais actuellement.
Aujourd'hui, il faut aplanir les divergences pour que le Togolais puisse sortir de la pauvreté. Je pense que c'est faire en sorte de créer des bras de fer, de les entretenir, ça n'arrangera pas la population. Si réellement c'est au nom de la population que nous sommes en train de parler. Voilà. C'est ce que je voudrais ajouter. Oui, non, mais il y a un point qui véritablement m'a touché tout à l'heure. C'est le point concernant la pauvreté. Quand on parle de la pauvreté, c'est un problème réel dans le pays. Oui, mais on parle d'un taux de croissance de 6%. Ça, c'est du bluff. Certains économistes sont unanimes que le taux de pauvreté... Maintenant, c'est la grande question. Moi, c'est peut-être la question que j'aimerais vous poser, peut-être. On parle de taux de croissance de 6%, mais ce n'est pas ressenti dans la population, c'est une population. Ce n'est pas ressenti. Mais écoute, je te donne un exemple. Le signe de pauvreté s'explique par quoi fondamentalement? Vous allez dans les villages les plus reculés. La dame prend un seul pagne pour mettre son enfant au dos et couvrir la moitié de son corps. Mais au village, il y a certains pagnes qui ne résistent pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas deux pagnes? C'est justement parce qu'il n'a pas les moyens pour s'en procurer. Le signe de pauvreté est à Lomé ici. Il n'y a qu'à circuler autour de Kazef pour voir pendant les heures de pause des fonctionnaires qui ne mangent que de l'iam grillé. Je suis en train de quitter la base on va passer chez confrère dans le débat. Nous allons aborder la dernière ligne droite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est celle consacrée à la CENI. Tu l'as abordé tantôt avec du bétail électoral. Voilà. Mais nous allons parler de la, comment on dit ça, du report du fichier électoral, comment on dit ça, de la révision du fichier électoral reporté à une date sine-die. Sine-die, ça veut dire qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Ben, ça, c'est une autre interrogation. Ça veut dire que nous allons peut-être plus aller aux élections en février ou en mars, peut-être 2 mois encore plus tard. Oui. Reporter la révision électorale du fichier électoral, la révision du fichier électoral sine-die, reporter à une date sine-die. Une date sine-die. Je crois quand même que cela donne déjà une idée qui est très simple. C'est que les élections présidentielles vont être repoussées. Ça, c'est clair. J'ai dit tantôt que nous sommes dans une zone de turbulence. Les réformes vont-elles s'opérer ou pas? C'est la grande question. Monsieur Faure Gnassingbé se trouve actuellement à Dakar, où il sera reçu par le président François Hollande. Qu'est-ce qui sera discuté entre eux? Surtout lorsque vous écoutez... Non, mais ça c'est clair. Surtout lorsque vous écoutez très bien François Hollande ces derniers temps, par rapport comment ça s'appelle, au départ de Blaise. Et le message qu'il lance au chef il n'est pas trop clair, lui, dans sa position. Oui, il n'est pas trop clair. Non, il faut le laisser. Il n'est pas trop clair. Non, mais il faut le laisser. Il est clair. Tout le monde sait qu'il est clair. La preuve est que il le disait. Quand il avait envoyé une lettre à, comment ça s'appelle, à Blaise Compaoré, qui a su? Personne. Mais c'est quand il avait fui, l'AFP a retrouvé la lettre et il l'a publiée. Oui. Est-ce que vous savez si actuellement M. Faure Gnassingbé a reçu une lettre de la présidence française, de l'Élysée? Non. Mais écoutez, le report là signifie 2 ou 3 choses. Le premier, ça va avoir de l'incidence sur l'organisation des élections le 4 mars prochain. Voilà. Ces élections-là vont être repoussées. Ça, c'est clair. Et 2, c'est qu'il faut aller à la base pour voir un peu les raisons qui ont motivé. Soit la CENI n'a pas les moyens adéquats pour pouvoir organiser cette révision du fichier électoral là, à temps comme cela se doit. Voilà. Et il y a d'autres problèmes internes qui sont là. Le problème de méfiance au niveau des membres même de la CENI. Comment on peut gérer une institution qui veut organiser les élections présidentielles et se trouver dans ces conditions-là? Ça n'a pas de sens. Nous avons cru entendre même qu'ils n'ont pas de papier rampe. De papier rampe pour pouvoir... Voilà des informations comme ça. Ils n'arrivent même pas à se regrouper. Oui. Ils n'arrivent même pas à se parler. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Et comment on peut organiser la révision du fichier électoral dans ces conditions que je n'ose pas qualifier autour de cette table. Je considère quand même qu'il y a un véritable problème. Et on dit chez nous, Titi, nous sommes là, on vit nous.
Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Seul le chef de l'État, seul le chef de l'État doit siffler la fin de ce que je peux caractériser ou bien qualifier de pagaille. Là, seul le chef de l'État doit siffler la fin de tout ça là pour que le Togo puisse évoluer. Nous sommes dans la mondialisation. Nous sommes dans la mondialisation. Il faudra quand même que les choses se fassent de façon claire pour que chacun soit à l'aise dans son coin. Pierre Claver? Oui, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a eu l'impression qu'ils ont mis la charrue avant les bœufs en annonçant, en accélérant plein de trucs. Ça accélère. Et ça... Pardon, ça faisait peur au peuple, voilà. Ça faisait peur aux citoyens. Et maintenant, quand on annonce au moment où il y a problématique de réforme, oui, je fais pas, non, je ne fais pas. Maintenant, le fait de repousser la révision électorale, c'est une manière de repousser la date de l'élection. Donc, je crois que nous ne pouvons pas... Le problème togolais, actuellement, n'est pas les élections. Il faut même sursoir à l'élection présidentielle. Il faut aller à la base. Il faut aller à la base, revoir les choses. Le découpage électoral, le revoir. Toute autre chose, le cadre électoral, tout le cadre électoral, il faut le revoir. Maintenant, il y a aussi quelque chose que nous ne voyons pas. Même s'il est vrai que très récemment, la Cour constitutionnelle a été mise en place, il y a matière à débattre sur cette Cour constitutionnelle. Donc il faut revoir encore aussi l'image de Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle. Parce que des réformes avec cette image de la Cour constitutionnelle n'est que hérésie. Il faut le reconnaître. C'est comme... on prend un panier pour aller à la fontaine. Mais on a eu l'impression que l'opposition, même qui devait contester cette Cour constitutionnelle, s'est abaissée à saluer cette Cour. Parce que d'autant plus que les membres de l'opposition au sein de la CENI sont allés prêter serment devant cette Cour. Ça veut dire qu'on la reconnaît. Vous savez, lorsqu'on est radical, il faut être radical. Vous voulez pratiquer la radicalité, il faut la pratiquer jusqu'au bout. Voilà. Et je ne peux pas comprendre que cette Cour constitutionnelle-là soit contestée. Parce que je crois bien sur toute la ligne et que ces membres qui doivent aller au niveau de la CENI puissent aller prêter serment devant cette cour-là. Ça, je vous le dis, honnêtement. Je le dis, c'est une analyse que je fais. Mais ça n'a pas de sens. C'est pourquoi moi ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je le dis. Et j'ai dit ça à ceux-là qui veulent m'entendre. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et je crois quand même que il faut jouir d'une cécité politique aujourd'hui, en disant que opérer la réforme, laisser cette Cour constitutionnelle là en l'état, que tout va aller bien et autres. Non, autrement, il est indispensable à l'heure actuelle qu'un dialogue s'ouvre. Qu'un dialogue s'ouvre entre tous les acteurs politiques du pays pour qu'on puisse arriver à un consensus pour que les réformes soient opérées et que les élections présidentielles de 2015 soient une réussite totale et applaudie, acceptée par tous, sur le plan national comme sur le plan international. Voilà, Pierre Claver. Oui, et je crois que il faut arrêter de jouer avec la destinée du peuple togolais. Voilà. Depuis 1990, on a fait croire à la population que il y a les anges d'un côté et les diables de l'autre côté. Or, je vois aujourd'hui que de tous les côtés, il n'y a que des diables. De tous les côtés, il y a des diables. Voilà. Il faut... Il n'y a pas des anges que du parti au pouvoir. Ils sont de deux côtés. Il y a des diables. Maintenant, il faut permettre à la population de mieux comprendre la chose. Il faut que l'opposition cesse de nous présenter des boucs émissaires. Voilà. Il faut que leurs erreurs soient bien analysées et que chacun prenne la mesure de la chose. Quand ils font des erreurs collectives, qu'ils reconnaissent que c'est collectivement que nous avons fait des erreurs. Malheureusement, depuis 1990, on ne nous a fait que présenter des boucs émissaires. Voilà. C'est ainsi que, pendant la transition, on nous a présenté Kofigo, maître Kofigo, que je respecte beaucoup, comme bouc émissaire. Après, on nous a présenté M. Edem Kodjo comme bouc émissaire. Très récemment, on nous a présenté Jikris Olympio comme bouc émissaire.
Si on continue dans cette logique, qui sera pour le prochain bouc émissaire? Gilles Christ Olympio, peut-être c'est compréhensible. On peut comprendre avec les autres partis, avec les autres que vous avez cités, mais Gilles Christ Olympio, on peut le considérer comme un bouc émissaire. Non. Pourquoi? Oui, il a bouc émissaire. Ouais. Mais il n'est pas totalement fautif. Les autres, oui, parce qu'il n'a pas de responsabilité. Il a incarné cette dynamique, cette opposition pendant plusieurs années, puis tourner la veste. Il est un bouc émissaire. Oui. Bon, ça c'est peut-être un je sais pas. Daniel, je crois que peut-être que nous ne nous comprenons pas. Les autres, par exemple, Edem Kodjo, Kofigo, bon, peut-être ça c'est une parenthèse. Ils les ont présentés comme bouc émissaire. Alors que c'est ensemble qu'ils ont fait les erreurs. Voilà. Il faudrait que, arrivé un moment, ils s'asseyent. Mais ce sont eux qui ont porté la tête. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'on en arrive là? Voilà. Tu as fait ci, tu as fait ça. Au lieu de nous présenter quelqu'un comme bouc émissaire. Aujourd'hui, s'il faut nous présenter un bouc émissaire, au niveau de l'UFC, ce n'est pas Gilles Christ Olympio seul. Alors c'est qui? Fabre aussi est dedans. Il faisait partie du comité central de l'UFC. Voilà. Je me souviens, quelques années, j'étais à Gbadago, quand je critiquais Gilles Christ Olympio, on me taxait d'herpétiste. Il ne fallait pas critiquer. C'est ça le problème. Ouais. Il ne faut pas critiquer l'opposition. De l'autre côté, quand tu vas travailler avec le pouvoir en place, tu es devenu un vendu, un traître. Il faut qu'on cesse avec ça. Le peuple veut connaître pour pouvoir mieux construire le pays. Voilà. Il faut ça. Maintenant, je parlais du report. Pour aller loin avec la logique de Bernard, je crois qu'on n'a même pas besoin de faire l'élection présidentielle en 2015. Voilà. Il faut faire un dialogue politique. D'abord, l'opposition doit s'asseoir et faire un dialogue opposition. Qu'ils s'entendent et revoient tout le monde, CPP, UFC, tout le monde, et se dire la vérité. Après, un dialogue politique entre les deux et qui doit déboucher sur une transition. Je crois que la transition, le Togo en a besoin. Puis elle permettra peut-être de sortir le Togo de l'ornière. Oui. Ça fera de sortir les dossiers non achevés, de les revoir, de les dépoussiérer et de les réviser. Voilà. Un avis que vous partagez? Oui, mais enfin, moi je suis d'accord qu'il y ait la transition dans le pays, et que cette transition-là se fasse dans un angle beaucoup plus précis. Moi je parlais du dialogue dans le cadre de faire, comment ça s'appelle, aboutir les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et si, au sortir de ça, il est indispensable, ou bien les acteurs pensent qu'il faille passer par comment ça s'appelle, un gouvernement de transition de 6 mois ou bien 1 an, pour que fondamentalement les Togolais soient dans une dynamique sociale, dans une très bonne dynamique pour aller aux élections, et que celui-là qui gagne, le vaincu, puisse appeler l'autre pour le féliciter et vice versa. Ça va être une très bonne marque, un très bon départ pour le peuple togolais. Donc, bon, en tout cas, en tant que journaliste et analyste, je crois quand même que c'est une bonne démarche. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller à ces élections maintenant. Non, mais les conditions ne sont pas encore réunies pour aller aux élections. Parce qu'il faut parler du financement, pas de financement extérieur, parce que l'État vous compte même organiser ces élections sur fonds propres. Merci à vous, Bernard Alognon, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes journaliste à l'agence Afrique Presse. Merci également à vous, Pierre Claver Desbois. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. J'espère que c'est un plaisir, le plaisir partagé. On va vous appeler rapidement et vous venez peut-être une autre fois encore pour vous édifier, pour partager votre expérience avec nous. Je vous rappelle très rapidement que vous êtes le directeur de CCDD, qui le dit. Chrétien, citoyenneté, droits et devoirs. Voilà, là c'est bon. J'ai eu du mal à... j'en sais les mots. Voilà, merci à vous la maison de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Delta Santé Télévision. Au revoir.